J'ai toujours su que je mourrais à un jeune âge. Non. En fait, j'ai toujours été convaincue que je perdrais la vie tragiquement. J'imaginais souvent que mes parents retrouveraient ma dépouille parsemée de bosses et de bleus, recroquevillée dans une ruelle sombre. J'ai souvent imaginé la détresse qui déformerait le visage de papy, ainsi que le désespoir dans le regard de Halil, mon frère. Ah, Halil, il était sage, lui. Il ne s'attirait jamais de problème. Il vivrait à coup sûr infiniment plus longtemps que moi. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, à l'ombre de cet arbre au pied duquel j'avais creusé une cachette, je lui avais confié mon trésor. Comme un pirate dépouillant les bateaux et les sanctuaires de leurs objets précieux, j'avais depuis toujours volé à droite à gauche, citoyens et voyageurs. Mon trésor, un sac bleu teintant de pièces de monnaie auxquelles se mêlaient de rares billets, était le fruit de mes nombreux larcins. Dans le camp de réfugiés qui m'avait vu grandir, la famine et la maladie étaient reines. Soumis à de tels tyrans, il n'était guère étonnant que chaque année, les plus faibles ne parvenaient pas à passer l'hiver. C'était d'ailleurs un miracle que mon si gentil grand-père soit resté parmi nous tout ce temps. C'était aussi un miracle si nous avions à manger un soir sur deux. C'était le miracle que j'avais provoqué en me tournant vers le vol. En effet, las du manque de nourriture et de la pauvreté croissante au sein du camp, je m'étais mis à subtiliser, tantôt des vivres aux étals des commerçants, tantôt des bourses ou de l'argent aux passants. Bien sûr, plus d'une fois, je me suis fait prendre. Et plus d'une fois, on m'a fait payer mon manque de droiture. Me rosser était devenu le sport favori des marchands de la ville. S'ils disaient à qui voulait bien l'entendre que c'était pour me punir de mes écarts de conduite, leur motivation première était loin d'être aussi noble. Je pouvais le sentir dans chacun de leurs coups. La haine. Une haine viscérale envers la prétendue engeance du démon que je représentais. Un dégoût indicible auquel se mêlait de la joie de pouvoir déchaîner leur haine des étrangers, soi-disant responsables de tous leurs maux, sur l'un de leurs rejetons. En fait, dans chaque coup de poing ou de genou, ce que je ressentais, c'était le sadisme, dans sa forme la plus pure. Après tout, quoi d'autre pourrait justifier toutes ces insultes xénophobes? Comment il est arrivé chez nous? Clandestinement, bien sûr! Cet enfant est un criminel en puissance et mérite un châtiment exemplaire. Et c'est encore un gosse de migrant! Si ça se trouve, c'est un rejeton d'Ymir, c'est les pires ces gens-là. Personne ne peut dormir tranquille alors que l'engeance du démon rôde dans les rues. Quelle autre raison que le plaisir de faire souffrir pourrait justifier que des hommes adultes choisissent de s'y mettre à trois simplement pour corriger un jeune garçon déjà devenu manchot par leurs mains? Et surtout pourquoi, si ce n'est du sadisme, s'adonnerait-il à une telle tâche? Le sourire aux lèvres. Durant ces instants d'une rare brutalité, j'ai pensé plus d'une fois que ma fin était venue. Je me surprenais même à songer que j'arrêterais de voler si j'arrivais à m'en sortir vivant. Seulement, une fois la douleur à peu près passée, je recommençais, la peur au ventre, mais le sourire aux lèvres, car après tout, j'avais un rêve. Je rêvais de quitter mon camp de réfugiés miteux pour un endroit meilleur avec mon petit frère Halil. Partir loin, pourquoi pas au-delà de la mer, afin de tout recommencer à zéro. Mais bon, pour ça, il fallait de l'argent. De l'argent que je n'avais pas. Ou plutôt, pas encore. Lorsque j'aurais volé et économisé suffisamment pour remplir 5 petits sacs bleus, j'aurais largement de quoi réaliser mon ambition. Cela dit, je n'étais pas dupe. Et au fond de moi, je me doutais que je n'aurais peut-être même pas le temps de remplir mon premier petit sac. J'avais plus de chances de me faire également couper la main gauche, voire de me faire tuer par les commerçants de la ville, eux qui rivalisaient d'imagination quand il s'agissait de trouver des moyens pour se débarrasser du nuisible que j'étais. En prévision du destin funeste qui pouvait m'attendre, j'avais demandé à Halil ce jour-là de distribuer le magot s'il venait à m'arriver malheur. J'étais pourtant à 1000 lieues de me douter qu'une fin encore plus horrible que toutes celles que j'avais pu imaginer durant mes séances de correction était sur le point de marcher à cette existence dépourvue de sens. Halil et moi discutions encore lorsque nous avons entendu des pas approcher de notre position. Notre premier réflexe était de cacher notre précieux trésor. Cependant, nous nous sommes vite interrompus en voyant les habitants de la ville courir sur le sentier qui traversait la forêt. Enfin, courir. La réalité, c'était qu'ils semblaient fuir.
Je n'avais même pas eu le temps de me demander quel danger avait pu les pousser à délaisser le confort de leurs appartements huppés pour s'enfoncer dans les bois, eux qui, contrairement à nous les marginalisés, bénéficiaient de la pleine protection des autorités. La terre se mit à gronder, et une nuée d'oiseaux apeurés fendirent le ciel dans un vol assourdissant. En nous tournant vers la direction de laquelle ils venaient, Khalil et moi avions vu un immense nuage de fumée, ou plutôt un halo de vapeur à l'ampleur démesurée. Et au cœur de ces émanations infernales, il y avait une menace, celle qui avait tantôt terrifié les oiseaux, celle qui avait poussé les citadins à abandonner leurs possessions et à fuir, celle qui avait fait trembler la terre comme aucun séisme ne l'aurait fait. Au cœur de cette vapeur qu'on aurait dit exhalée par les poumons de milliers de dragons, il y avait des titans. Aussitôt que la stupeur avait libéré nos corps, Khalil et moi avions rejoint Papy et tous les réfugiés qui fuyaient avant de tenter de nous cacher en hauteur. Seulement, en voyant cette horde de géants franchir la montagne d'une démarche calme et assurée, tous avaient compris que personne ne pourrait leur échapper. « Ramzi, on va tous mourir piétinés, c'est ça ?» m'avait demandé mon petit frère, la voix chevrotante, tandis que Papy, lui, se contentait de nous serrer dans ses bras, les yeux embués de larmes. Mourir ici, maintenant, alors que je commençais doucement à toucher du doigt mon rêve? Jamais. Nous nous étions donc remis à courir aussi vite que nos jeunes jambes nous le permettaient. Derrière nous, la forêt qui avait longtemps servi de cachette à notre trésor s'embrasait. Bientôt, ce fut au tour du camp de réfugiés de disparaître dans les flammes après avoir été démoli par le passage de ces monstres. Ce camp que j'avais maudit tant de fois. À cet instant, j'aurais pourtant donné n'importe quoi pour qu'il soit encore debout. Au cours de notre course effrénée, à bout de force, j'avais laissé échapper le sac que je m'étais évertué à remplir tout ce temps. Mon précieux trésor était désormais éparpillé au sol, mais étrangement, je n'avais songé à stopper ma course que lorsque Khalil s'était retourné pour le ramasser. Finalement, les coups, ma main droite, ce trésor, plus les titans approchaient et moins tout cela semblait avoir de l'importance. En revanche, quelle que soit l'ampleur de ma peur ou du danger, la vie de mon petit frère, elle, restait inestimable. Malheureusement, à peine avais-je réussi à l'agripper que nous les avions vus. Immenses, terrifiants, imperturbables. À quelques mètres de nous, les innombrables titans colossaux sortis d'on ne sait où poursuivaient leur marche macabre. Leurs corps décharnés réduisaient à néant tout ce qui avait le malheur de se trouver sur leur route. Leurs yeux vitreux, en permanence rivés sur l'horizon, ne semblaient pas prêts à accorder une once de pitié aux vies innocentes qu'ils broyaient sous leurs immenses pieds. À la vue de ces créatures invraisemblables, nos corps avaient été submergés d'adrénaline, nous poussant à courir de nouveau, sans nous retourner, sans autre pensée. Nous n'avions... Une douleur indescriptible irradiait mon corps. Ma jambe droite venait d'être broyée par l'un des nombreux débris qui se détachaient des habitations démolies par la horde effroyable. Alors que j'ouvrais péniblement les yeux, une véritable scène d'horreur s'imposa à ma vue. Khalil était allongé à mes côtés, le crâne fracassé par un bloc de pierre. Khalil, mon petit frère Khalil, était mort avant moi. C'est la dernière chose que j'eus le temps de comprendre avant d'entendre la mort frapper à ma porte. Et maintenant que ma dernière heure est venue, alors que mon être entier s'aplatit sous une pression monstrueuse, ma dernière pensée va aux êtres humains qui bientôt se feront piétiner à leur tour. Si vous voyez un immense nuage de fumée s'élever depuis la surface de l'océan et que le sol se met à trembler sous vos pieds, fuyez le plus loin possible, même si en réalité, il est sûrement déjà trop tard. Les plaines bordées par la forêt s'étendaient à perte de vue. Le chemin rocailleux faisait soubresauter la carriole de l'abbé Adolphe. Colette et lui devaient pour sûr être les seuls humains dehors au vu de ce temps de chien. Hormis le grondement de leur rage, les bruits de sabots et le chaos des roues en bois s'écrasant dans les flaques d'eau, il n'y avait que le silence. Le regard rivé sur la route, Adolphe remarqua bientôt une silhouette sombre découpée dans le paysage. En se rapprochant, il comprit qu'il s'agissait d'un homme. Un très grand homme tout de noir vêtu, emmitouflé dans une large cape foncée et qui déambulait calmement sous cette pluie diluvienne. Décidément,
Ils allaient de rencontre atypique en rencontre atypique aujourd'hui. Arrivé à sa hauteur, le révérend proposa aimablement à l'inconnu de monter à bord de son attelage, mais celui-ci refusa une première fois. En entendant cette voix grave inconnue, la jeune Colette sortit timidement la tête de la carriole. L'abbé réitéra sa demande, pensant que l'homme était peut-être trop gêné à l'idée de s'accaparer une partie de son espace. Seulement, le voyageur expliqua de but en blanc ne pas spécialement apprécier le clergé. Amusé d'avoir été trahi par sa bonne vieille calotte, Adolphe lui rétorqua qu'il était quand même moins pire qu'un mauvais rhume. Je le disais pour toi, je suis poursuivi par des monstres. Bien organisés en plus. Les yeux du vieil homme s'agrandirent d'étonnement, mais passé la surprise, il se rendit à l'évidence. Le voyageur devait sans doute plaisanter. Après tout, les démons, ça n'existait pas. Il le rassura donc et affirma que Dieu était avec lui. Enfin Dieu, et aussi le farfadet bienveillant qu'ils avaient rencontré un peu plus tôt en traversant les bois. Interloqué, l'homme en noir s'arrêta un moment. Un farfadet? Colette sentit un frêle corps se poser sur sa tête. L'elfe adressa une grimace au géant qui, le reconnaissant, exhala un soupir. Était-il donc destiné à croiser ce petit chenapan où qu'il aille? Avec un sourire affable, Adolphe lui enjoignit de nouveau de se joindre à eux. Le concerné sembla réfléchir un instant, les yeux fixés sur la forêt. La douleur dans son cou s'était intensifiée. À l'intérieur de la carriole, le froid mordait beaucoup moins. Tout en se séchant avec une serviette qui lui avait été prêtée, l'étranger toisait le petit elfe assis sur le couvercle d'un tonneau. « Quoi? Je vais monter à bord avant toi, alors ne me regarde pas comme ça, d'accord ?» Pour toute réponse, son interlocuteur lui jeta le bout de tissu dans la figure. C'est alors que Colette revint à leur côté, le bras chargé. Avec une révérence, elle offrit à l'homme de goûter du vin qu'elle avait apporté. « C'est un breuvage que nous fabriquons chez nous. Cela vous réchauffera. » L'intéressé accepta la gourde basque de bon cœur, puis se mit à savourer son contenu en considérant la jouvencelle du regard. Petite et assez menue, elle arborait un visage aux traits agréables, sublimé par ses cheveux blancs coupés au carré. Ses iris clairs irradiaient d'une profonde pureté. Couplée à ses manières gracieuses, ses joues courbes et son sourire timide, elle avait la parfaite allure d'une vestale de cour. Colette, attentive aux gestes de leur invité, remarqua bientôt les profondes blessures qui entaillaient sa peau, mais hésita avant de l'interroger sur leur provenance. « Je te l'ai déjà dit, non? Ce sont des morsures de démons. » La jeune fille tressaillit en lâchant un « Seigneur !» En se tournant pour demander à l'homme d'éviter d'effrayer sa protégée, le regard d'Adolphe se posa sur l'immense objet en fer forgé qui reposait dans le dos de celui-ci. Bien que l'abbé eût compris qu'il s'agissait d'une épée, il se risqua à poser la question avant de demander à son passager s'il exerçait en tant que mercenaire, chasseur de primes ou autre. Son interlocuteur opina du chef. Le vieil homme ne put cacher son dédain pour cette profession, lui qui avait toujours considéré ces hommes comme des marchands de mort. Il s'épancha sur l'histoire de son propre neveu, qui avait quitté la demeure familiale pour rejoindre les rangs du mercenariat, avant de tragiquement perdre la vie sur un champ de bataille. Toutefois, en achevant son récit, une pensée aussi incongrue que glaçante effleura l'esprit rigide du révérend. La gigantesque épée du voyageur lui servait-elle uniquement à combattre des humains? Un peu plus tard, la fatigue due au voyage commençait à se faire sentir. S'adossant à l'une des cloisons en bois du véhicule, l'inconnu entreprit de faire une sieste. Il sentit aussitôt la petite main de Colette tirer une couverture jusqu'à son torse. Celle-ci, les joues teintées de rouge, recula en le voyant ouvrir un œil. « Vous allez attraper froid. » L'invité s'endormit bientôt. Colette, satisfaite, se redressa pour aller s'installer sur sa couche. Elle adressa au passage un sourire amusé à l'elfe devenu pompette après avoir sifflé le fond d'alcool resté dans la gourde du géant. Les deux s'endormirent à leur tour, une poignée de minutes plus tard. Le repos fut néanmoins de courte durée. L'elfe avait eu toutes les peines du monde à ouvrir ses paupières, plus fatigué qu'à l'accoutumée du fait de sa récente ébriété. Il avait senti un corps flasque et visqueux se poser sur lui, et en se retournant, tomba nez à nez avec un immense œil qui suintait d'un liquide glaireux non identifié. Le pauvre s'était mis à voler hystériquement dans tout l'habitacle, réveillant tous ses compagnons de voyage. Colette remarqua à son tour la masse informe qui gisait sur le couvercle du tonneau et poussa un cri. C'était une sorte de poulpe, mais avec une multitude de tentacules et un unique œil. Il possédait également une épine dorsale partant du sommet de son crâne et se prolongeant en une queue courte et pointue. Adolphe prit sa protégée dans ses bras avant de demander en bredouillant ce qu'était cette chose. Un incube.
C'est un démon qui plante des graines de cauchemar dans le sommeil des hommes pour se nourrir de leur peur. Expliqua l'étranger alors qu'il venait d'abattre la créature. Mais lisant l'effroi sur le visage de l'homme d'église, il renchérit. Quoi? Tu crois dur comme fer en ton Dieu, mais pas au démon? Puis, indiquant son cou, l'individu dont le regard se faisait plus froid leur montra une espèce de marque gravée à même la chair. C'est elle qui les appelle. À peine eut-il prononcé ces mots qu'il sauta hors du véhicule en bois. Dehors, il avait cessé de pleuvoir. Adolphe avait arrêté la carriole au beau milieu de la forêt. Le sol, vaseux en raison des récentes précipitations, trahissait le moindre bruit de pas. Même le sifflement du vent à travers les branches d'arbres s'apparentait à un avertissement morbide. Tandis que la curiosité poussait l'abbé et sa protégée à sortir à leur tour, l'homme en noir leur défendit de s'aventurer à l'extérieur. D'après lui, l'endroit, propice à la mise à mort des brigands par les autorités, devait abriter de nombreux cadavres. Or, les esprits démoniaques, friands de sang et de fluides corporels, apprécieraient prendre possession de ces corps pour attaquer les passants qui avaient le malheur de traverser leur territoire. À peine eut-il fini de partager le fond de sa pensée que les chevaux se mirent à s'agiter vivement, faisant brinque-baller la carriole. Adolphe tenta de les apaiser sans succès. Immédiatement, Colette se jeta hors du chariot pour aider l'abbé à maîtriser les bêtes. Elle n'eut pourtant même pas le temps de répondre à l'étranger qui s'était mis à la réprimander parce qu'elle était sortie. Elle avait agrippé les rênes, tiré de toutes ses forces. Le cri du vieillard se perdit dans le néant. Sa petite Colette ne répondait plus. Son corps inerte gisait à présent au sol et son sang se mêlait à la terre humide. Adolphe n'avait pourtant pas le temps d'entamer son deuil. Autour d'eux, des restes squelettiques desquels pendaient des bouts de peau épars se mirent à sortir de terre. Après avoir brièvement considéré la dépouille de son aimable hôtesse, le voyageur dégaina son immense épée et se mit à combattre l'armée d'outre-tombe. L'elfe, lui, le regardait faire, agrippé à l'un des pans de la bâche recouvrant le chariot. Soudain, il entendit un bruit sourd s'élever dans son dos. Il eut un sursaut, puis se tourna vers l'avant de la carriole, là où se tenait leur hôte. Sauf qu'au lieu de l'abbé, la personne qu'il avait en face de lui, c'était Colette. Ou plutôt, la dépouille possédée de Colette, qui tenait dans sa main gauche une dague, et dans l'autre, la tête décapitée d'Adolphe. Sarina, Erika, soyez plus douce avec Asagiri. Sinon un jour, elle finira par se rebeller. Non, elle ne se défendra pas. Après tout, maman ne l'avait jamais fait. Lundi, Asagiri était arrivée au collège d'une démarche hésitante, le regard fixé sur le sol comme à son habitude. Comme chaque matin, elle avait retiré ses chaussures d'extérieur avant de se diriger vers son casier. Elle nous avait ensuite croisés, Aïe, Sarina et moi, et avait immédiatement tourné la tête, telle qu'à l'accoutumée. Seulement, il y avait une petite différence aujourd'hui. Asagiri ne s'était pas méfiée en ouvrant le substitut de placard afin d'y récupérer ses chaussons. Tellement pas qu'elle s'était coupé le doigt en effleurant une lame de rasoir. Car oui, ce matin, pour casser un peu la routine, après avoir vu le bouquet de roses que papa avait offert à maman, pour s'excuser de lui avoir fait perdre sa deuxième grossesse de l'année, j'avais eu l'idée de remplir les souliers de mon adorable camarade de dizaines de rasoirs et de punaises. Après tout, à défaut de se battre, autant fuir définitivement, non? Au vu de son air mi-triste mi-circonspect, pas sûr qu'Asagiri ait compris le message. Pas grave, il nous restait encore toute l'année à passer ensemble, n'est-ce pas? Le professeur faisait l'appel comme chaque matin. Et comme tous les matins, en entendant son prénom, chaque élève répondait dans la seconde. Enfin, chaque élève, sauf Asagiri qui mettait un peu plus de temps que tout le monde à acquiescer de sa voix tremblante. Il faut dire que chaque matinée, les filles et moi nous évertuions à lui écrire des mots doux directement sur son bureau. Aujourd'hui, nous avions opté pour un délicat, plus qu'un nœud papillon, un nœud coulant tiré à ravir. Comme toujours, Asagiri avait semblé très touchée par notre petite attention. Elle était restée près de 10 minutes à reluquer son bureau, incapable de s'asseoir. Il faut dire que contrairement aux autres jours, en plus du traditionnel petit mot, je lui avais laissé un petit cadeau sur sa chaise. Une belle flaque de colle toute gluante.
Lorsque samedi dernier, j'avais vu papa jeter son bol de nouilles encore fumantes au visage de maman, parce qu'elle cuisinait, je cite, des plats aussi insipides que son corps flasque, j'avais pensé à faire asseoir ma chère camarade dans un bol de ramen géant. Mais bon, j'avais vite abandonné l'idée, vu que les nouilles ce n'était pas donné, surtout celles au poivre et au piment. Du coup, je m'étais finalement rabattue sur la colle. En plus, elle était en promotion au combini d'à côté. Pendant que je remplissais le vieux seau d'eau froide, je pouvais entendre Sarina Tortue jouer avec Asagiri. Ah, Sarina, c'était ma meilleure amie. D'aussi loin que je me souvienne, elle avait toujours eu un caractère de feu, presque rebelle. C'était également la plus rude de nous toutes quand il s'agissait de s'amuser avec Asagiri. Je la taquinais d'ailleurs souvent à ce sujet, en lui disant qu'elle se montrait aussi vindicative qu'un dictateur trahi pendant une guerre. Elle me répondait généralement en haussant les épaules, avec un petit sourire en coin. En fait, ma chère Sarina était tout le contraire de ce qu'on pourrait attendre d'une jeune fille élevée par une mère travailleuse et une grande sœur aimante. Peut-être qu'elle retrouverait ses réflexes si on la balançait sur les rails juste avant le passage du train de 17h. Ah oui, il m'arrivait souvent d'oublier le troisième larron de notre bande. Il faut dire qu'Aïe s'effaçait souvent pendant nos séances de jeu avec notre amie, ne se contentant la plupart du temps que de légers pics et commentaires bien placés. Je la soupçonnais d'ailleurs de nous avoir rejoints, ma meilleure amie et moi, uniquement par suivisme, et peut-être aussi pour se sentir plus intégrés. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'au sein de notre petit groupe, chacune avait sa spécialité. Pour Sarina, c'était le jeu physique, pour Aïe le verbal, et pour moi, tout ce qui touchait au mental. Bref, on se complétait magnifiquement, et on s'éclatait bien, même si depuis un moment, Sarina se plaignait de plus en plus de la redondance de nos sessions d'amusement avec Asagiri. Il était vrai que malgré mes nombreux efforts pour pimenter la routine, nous répétions inlassablement les mêmes activités. Les mots sur le bureau, la tête dans la cuvette, le lancer de poids en tout genre. Ce qu'il nous fallait, c'était une expérience nouvelle, et surtout, plus intense. Et comme bien des fois, c'était en rentrant chez moi le soir que j'avais trouvé l'inspiration. Le lendemain, à l'approche de la fin des cours, je tenais à peine en place tellement j'avais hâte de montrer ma surprise aux filles. Et lorsqu'enfin, je les avais rejoints dans le vieux gymnase du collège et que j'avais vu Sarina clavioter sur son téléphone au lieu de jouer à la balle avec Asagiri, j'avais été encore plus fière de mon idée. Aïe, en me voyant, s'était automatiquement plainte du manque de réactivité d'Asagiri qui, à en croire ses dires, ne semblait même plus avoir de vie en elle. Ma meilleure amie de son côté s'était agacée de mon retard et m'avait demandé où j'étais passée. « J'ai amené un invité spécial. Tu peux venir !» Shota, un grand gaillard de la classe du dessus et accessoirement un de nos amis aux filles et moi, avait fait son entrée. En le voyant, le visage de mes comparses s'était illuminé. Je n'avais même pas eu besoin de leur expliquer quoi que ce soit qu'elles avaient tout pigé. À vrai dire, Shota n'avait pas vraiment fait de mystère sur ses intentions. Et quand bien même il s'en serait caché, sa réputation d'agresseur sadique suffisait à les faire deviner. Asagiri était sur le point de passer un moment mémorable. En effet, hier soir, en entendant maman pleurer et se débattre parce que papa l'incitait à remplir son devoir d'épouse, j'avais eu l'idée d'aider Asagiri à devenir une vraie femme, elle aussi. Et bien sûr, j'avais immédiatement pensé à Shota, dont le caractère et la brutalité contrastaient radicalement avec la candeur et la douceur de ma chère camarade. Mon invité ne s'était d'ailleurs pas fait prier et avait commencé à déboutonner son pantalon. Et comme par miracle, Asagiri, apathique jusque-là, avait instantanément semblé retrouver des forces. Elle s'était d'ailleurs doucement mise à reculer. Affreusement timide, comme toujours. Heureusement pour elle que Sarina était là pour lui filer un coup de main. Ou plutôt de pied. Est-ce que j'avais rêvé ou Asagiri venait? Impossible. Elle ne pouvait pas se défendre. Non, elle ne pouvait pas. Maman ne l'avait jamais fait. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir davantage. Asagiri avait attrapé ses affaires et s'était enfui. Je m'étais immédiatement lancé à ses trousses. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Non, elle ne pouvait pas. Maman ne l'avait jamais fait. J'avais fini par retrouver Asagiri qui s'était réfugiée dans le parking adjacent à l'école. En la voyant trembler comme une feuille et essayer de retenir ses larmes, je m'étais tout de suite sentie apaisée, puis amusée. Elle pensait sérieusement être invisible planquée derrière cette petite voiture blanche. Tout ça devenait encore plus intéressant que je ne l'avais prévu. Du coup,
Après que Shota m'ait rejoint, je lui avais proposé de jouer un peu à cache-cache avec Asagiri. Après tout, nous avions encore tout notre temps. Il n'était que 16h55. Nous avions d'abord fait mine de nous éloigner, et au moment où elle se pensait tirée d'affaire... Pauvre chose. Elle avait vraiment cru qu'elle arriverait à s'en sortir. Ha! Même pas en rêve. Si maman n'a jamais pu se sauver, toi non plus tu ne peux pas. Yo tout le monde! Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo un peu particulière. J'espère que malgré la morbidité des différentes histoires Et son mauvais jeu d'actrice? vous avez apprécié ma façon de vous les raconter. Ce thread d'horreur sera sûrement le premier d'une longue série puisque j'envisage d'en faire un concept propre à la chaîne. Du coup, j'aimerais mieux expliquer en quoi consistera ce type de vidéo, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre. En gros, dans les threads d'horreur manga animés, je vous raconterai des histoires tirées d'animés et de manga, du coup, mais du point de vue de personnages très secondaires, histoire d'éviter au maximum de spoiler les œuvres en question. Pour ce faire, je choisirai parfois d'explorer plus en détail le vécu et les émotions des 10 personnages, comme je l'ai fait avec Khalil dans la première histoire. Je pourrais également raconter l'histoire d'un point de vue extérieur, sans rajouter plus de détails que ça, comme je l'ai fait dans le deuxième thread sur Colette, parce que, soyons honnêtes, il y a des histoires qui sont déjà suffisamment atroces sans qu'on en rajoute. Ou alors, je pourrais carrément vous proposer une fanfiction rédigée par mon esprit dérangé, mais qui veille à ne pas dénaturer l'œuvre originale, comme je l'ai fait dans le troisième récit où l'on se place du point de vue d'Erika, un personnage tellement secondaire qu'elle a moins de 10 lignes de dialogue dans l'œuvre et aucun réel développement en tant que personnage. Bien sûr, dans ce dernier cas, je ne manquerai pas de vous le préciser en fin de vidéo comme je le fais actuellement. D'ailleurs, peut-être qu'à l'avenir, j'inviterai des guests pour prêter leur voix aux différents personnages. Ouais, peut-être. C'est pas comme si t'avais déjà une liste longue comme le bras. Enfin, trêve de bavardage. Dites-moi en commentaire si ce concept de vidéo vous intéresse et si vous appréciez l'idée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains THM et à me suivre sur Instagram et Facebook, s'il y en a qui l'utilisent toujours, pour en être notifié à l'avance. Oh, et petit aparté, si vous avez déjà vu les 2 premières vidéos de ma chaîne, je viens d'en republier une nouvelle version avec une qualité d'image accrue et un meilleur son. Oui, je suis sortie du déni grâce aux commentaires de JT Rafale. D'ailleurs, merci à toi. C'est vrai que niveau audio, les premiers j'avais de quoi faire grincer des dents. Bref, si vous souhaitez me soutenir, pensez à les revisionner pendant votre prochaine pause déjeuner. Et si vous êtes nouveau, ma foi, foncez les découvrir et n'hésitez pas à me donner votre avis. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, on se retrouvera autour d'un sujet beaucoup plus joyeux. Et si je vous dis enquête, remède et beau gosse, vous avez sûrement une petite idée du sujet, mais si je vous manque en attendant, vous savez quoi regarder désormais. C'était Gloria, à bientôt.